tous le rehaussement des coursiers de la montée du train, la mise en place de bandes de vigilance sonore pour les malvoyants ou encore la création d'un nouveau passage souterrain passé d'un pied à l'autre. Et sur la partie valdoisienne de la ligne H, des opérations similaires sont en cours dans les gares d'Hermont-Auvergne, Hermont-Halle, Montigny-Beauchamp, Persan-Beaumont et Pontoise. Merci Alexis Duvauchel. À tout à l'heure, midi 15, pour un nouveau point sur l'actualité valdoisienne. Encore une fois, une très bonne semaine. Et rendez-vous maintenant avec le bar de l'économie, présenté par Florence Fleur. Très bonne journée. À demain matin. Ça va, Christophe? Oui, merci. Le week-end s'est bien passé? Tranquillou. Bah, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Bonjour. Compte tenu de l'heure à laquelle vous vous levez, c'est Christophe arrive de Coulommiers. Et à pied en plus. Attention. Et à pied, ouais. Et à pied. Donc tous les matins debout à 2 heures. Allez, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'informations économiques en tout genre, avec Philippe à la technique, Pierre-Louis Marmillot pour l'info, Bruno pour les chroniques sportives et cuisine, Jean-Claude Durousseau jeudi pour la chronique santé et Olivier Carré pour la chronique RH. Voilà, toute l'équipe est au complet. Et puis bien sûr, vous allez retrouver le mardi et le vendredi Jacqueline Voraz qui revient bien sûr avec nous. À mes côtés, j'accueille tout de suite mes invités du jour. Frédéric Marquette, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'École centrale de Paris et titulaire d'un MBA de l'INSEAD et depuis 20 ans directeur associé chez EIM, un spécialiste du management de transition. Vous avez conduit plusieurs missions de stratégie de croissance dans des grands groupes comme Valeo, Matra, Renault, SNCF. Je ne vais pas tout citer, bien sûr, Motul, Lafarge. Et puis, vous avez été directeur général aussi au sein de Novembal et de Motul. Vous étiez venu nous présenter votre livre « 100 jours pour réussir » aux éditions À contre-courant il y a quelques mois. Livre dans lequel vous donnez les clés pour réussir une prise de fonction. Mais vous avez aussi lancé un challenge qui s'appelle le prix des 100 jours et avec justement le cabinet KPMG. Donc, on va parler aujourd'hui, si vous voulez bien, de la du nouveau lancement pour cette année, j'imagine, du prix des 100 jours. Donc on veut tout savoir, les dates, le nombre de candidats, les lauréats aussi 2018, que vous nous en parliez un petit peu. Et puis on aimerait votre avis d'expert sur le management des entreprises a-t-il changé. On a des exemples récents entre, bien sûr, Air France, mais surtout là, Carlos Ghosn, l'affaire Renault. Voilà, donc on va parler de tout ça. Dominique Cocatrix, bonjour. Bonjour. En 2017, vous rachetez GES-Clés, une entreprise spécialisée dans les équipements pour la gestion de clés via votre holding Clefkey. Avant cela, vous aviez travaillé pendant 16 ans chez Afimes, une PME familiale orientée sécurité et sûreté, où vous étiez responsable marketing communication. Donc, avec vous, on aimerait connaître pourquoi, comment vous avez eu l'idée de racheter cette entreprise, et puis aussi votre type de management, comment on gère donc une PME en 2019. Est-ce que c'est différent d'avant? Je voudrais juste signaler que vous avez vécu, vous, le lancement de Bouygues Télécom. Donc, vous avez fait beaucoup de choses. Donc, ça sera intéressant. À vos côtés, eh bien, 2 startups aujourd'hui. Mathieu Lécuyer, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Airpur en 2016 pour produire des masques anti-pollution. Il s'appelle le Airpur Nano, le Nano donc. Et c'est très intéressant au niveau techniquement parce qu'il y a presque une dizaine de filtres pour nous protéger de la pollution. D'ailleurs, vous étiez au CES de Las Vegas et vous dites que l'air cause plus de 48 000 décès en France et plus de 12 millions de Français sont aujourd'hui touchés par une maladie respiratoire, bien sûr, pas forcément due à la pollution. Donc, on saura tout dans quelques minutes. Et puis, vous avez fait une jolie levée de fonds pour 2019, 2 millions d'euros. Enfin, vous envisagez en tout cas de lever 2 millions d'euros en 2019. Donc, on va savoir comment vous comptez faire. Et enfin, à nos côtés, notre start-up, c'est celle de Pierre Denis, fondateur de ToukTak, une appli audio pour tout ce qui est audio parlé. On saura tout à l'heure. Et également comment il l'a financé. Et puis également, vers 10h, eh bien, c'est Paul Quilès
qui sera avec nous par téléphone par contre. Donc là, si vous êtes auditeur sur Facebook, eh bien, je vous conseille de brancher votre radio sur 98.0 afin que vous puissiez l'entendre. Et nous, on mettra nos casques d'ailleurs. Paul Quilles, tout le monde le connaît, c'est un ancien ministre, plusieurs fois ministre. Il a été ministre de la Défense sous Mitterrand. Il est actuellement maire de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn. Et il nous rejoindra par téléphone pour son livre « L'illusion nucléaire », publié aux éditions Charles-Léopold Meyer dans la collection Initiative pour le désarmement nucléaire, un livre qu'il a coécrit avec Jean-Marie Collin et Pierre Brun. Il nous interpelle sur la bombe atomique et donc ce sera très intéressant d'avoir son avis. Nous en profiterons pour lui demander quelles solutions il envisage dans la crise que vit la France. Voilà, mais tout de suite, comme d'habitude, c'est les infos avec Pierre-Louis Marmillot. Bonjour Pierre-Louis. Alors la première info, c'est notre hommage au compositeur Michel Legrand, mort à l'âge de 86 ans. Il fait partie des plus grands compositeurs français, auteur de musique marquante dans l'histoire du cinéma. Il s'est éteint chez lui à 3h du matin aux côtés de son épouse, la comédienne Macha Merry. D'abord accompagnateur et arrangeur pour des chanteurs, Michel Legrand avait commencé à composer des musiques de films dans les années 60 avec l'émergence de la Nouvelle Vague, travaillant pour Agnès Varda, Jean-Luc Godard et surtout son complice préféré, Jacques Demy, pour qui il avait notamment signé les chansons des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort et Peau d'âne. Chanteur et pianiste, il a accompagné aussi bien Ray Charles et Frank Sinatra que Charles Trenet et Edith Piaf. Michel Legrand s'était récemment remis à sa table de travail afin de créer des musiques supplémentaires pour une version scénique de Peau d'âne, à l'affiche depuis le mois de novembre au Théâtre Marigny à Paris. Le ministre de la Culture, Franck Riester, lui a rendu hommage sur Twitter. Il a dit « Grande émotion à l'annonce de la disparition de Michel Legrand. Compositeur de génie, son inépuisable talent, célébré partout dans le monde, a fait naître tant d'émotions. Ce matin, nous fredonnons tous un air de Michel Legrand. Pensée émue pour son épouse et ses proches. » Deuxième info du jour, c'est donc la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise qui vous propose une formation sur les permis d'exploitation d'un débit de boisson, parce qu'en plus, tous les 10 ans, tous les exploiteurs de débit de boisson doivent renouveler leur certificat. Oui, Florence, du 28 au 30 janvier 2019, de 9h30 à 17h30, la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise organise une formation dans ses locaux à Cergy, à 35 boulevard du Port. Qu'il s'agisse d'exploiter, de créer ou de reprendre un débit de boisson, café, bar, hôtel, restaurant, de vendre de l'alcool à consommer sur place, dans tous les cas, le permis d'exploitation est obligatoire. Animée par des juristes et des professionnels sélectionnés par la CCI, cette formation de 20 heures est destinée aux créateurs et aux repreneurs sans expérience et aux professionnels justifiant de moins de 10 ans d'expérience en qualité d'exploitant. Agréés par l'État, elle leur permettra d'acquérir les connaissances obligatoires liées à leur exploitation, le cadre législatif et réglementaire, les conditions d'ouverture, les obligations d'exploitation, le règlement local. Prévention et lutte contre l'alcoolisme, protection de mineurs, répression de l'ivresse sur la voie publique, législation des stupéfiants, revente de tabac, lutte contre le bruit, contre les discriminations, responsabilité civile et pénale du dirigeant sont quelques-uns des thèmes qui seront abordés au cours de ces 3 jours. Le permis est délivré à l'issue de la formation après un contrôle des connaissances. Il est valable 10 ans, avec nécessité de repasser le délai écoulé sur une journée pour prolonger la validité de celui-ci. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur leur site www.entreprise.idf.fr/formation-20h. Et enfin, dernière info du jour, c'est Bilal Hassani, 19 ans, qui représentera la France à l'Eurovision en mai à Tel Aviv, en Israël, avec sa chanson « Roi ». Chanson qu'il a coécrite avec le duo Madame Monsieur, eux-mêmes arrivés 13e lors du précédent concours de l'Eurovision. C'est en octobre 2015 qu'il a fait sa première apparition télévisée dans The Voice Kids. À partir de 2016, sa chaîne est alimentée avec ses chansons originales, des reprises, mais aussi des vidéos qui le propulsent parmi les youtubeurs français les plus populaires chez les ados. À la manière d'une conversation sur Skype, Bilal Hassani se confie. Avec humour, il raconte sa vie quotidienne, ses déboires, il répond aux questions de ses abonnés, relève des défis ou encore teste du maquillage. J'invente ma vie, ne me demandez pas qui je suis, moi je suis le même depuis tout petit, chante le jeune homme dans son morceau. Merci beaucoup Bilal pour ces infos. Pierre-Louis, nous allons tout de suite passer la parole à Bruno Vigoureux pour le débrief sportif du week-end. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de choses ce week-end, mais autant vous dire que
Franchement, j'en menais pas large vendredi soir. J'attendais, j'espérais une journée magnifique. Ça a été pathétique. D'abord, il y a eu la demi-finale de l'Open d'Australie avec le Français Lucas Pouille qui n'a pas existé, exécuté par Novak Djokovic. Une véritable punition pour le Pouille qui n'a marqué que 4 jeux. Il se rappellera de sa première demi-finale d'un tournoi de Grand Chelem. C'est pas pour vous faire de la peine, Florence, mais cette année, ce n'est pas Roger Federer, votre idole, qui s'est imposé, comme en 2017 et en 2018, mais bien Djokovic, justement, qui a balayé Nadal en finale avec une victoire étincelante en 3-7. Pour revenir à Pouille, il ne faut pas oublier son parcours, de ce Français qui est désormais entraîné par Amélie Mauresmo. Un superbe parcours qui pourrait peut-être être le début d'une saison pleine de promesses. Je pensais me refaire un moral tout neuf vendredi soir en regardant la demi-finale du championnat du monde de handball entre la France et la Norvège. Et là aussi, patatras. Les Bleus, double tenants du titre, n'ont pas existé avec une terrible défaite 41-32 contre le Danemark. Franchement, ce week-end sportif était mal engagé. J'avais le moral dans les chaussettes. Et puis, une lueur est venue de Minsk, où se disputaient les championnats d'Europe de patinage. La lumière est venue du couple français, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont remporté leur 5e titre européen consécutif en danse sur glace. Si c'est pas beau, ça. En fait, il fallait aller dans le froid pour trouver un peu de chaleur et de réconfort. Car à Kitzbühel, sur la piste mythique de la Strife, le Français Clément Noël, déjà vainqueur la semaine dernière à Wengen, a remporté de nouveau le slalom. Autant dire que Noël s'est offert un beau cadeau. Oui, je sais, c'est facile, mais c'était trop tentant. C'était la fête sur les skis pour les Français, car hier, dans le Super G, c'était au tour de Johan Claret de terminer sur le podium avec une magnifique et surprenante 2e place. Après le ski alpin, c'était le biathlon qui allait briller. Quentin Fillon-Maillet s'est magnifiquement imposé dans la Mastart d'Antolsen en battant l'homme qui gagne tout, le Norvégien Johan Bø. Mais hier, le plus fort, c'était Fillon-Maillet. Franchement, je commençais à me sentir mieux avec tous ces beaux résultats qui s'empilaient. Et si ce week-end avait mal commencé, il a parfaitement bien fini. Car en tennis, toujours à l'US Open, il faut quand même signaler le formidable succès de la paire Herbert-Mahut qui s'est imposée en Australie dans le double contre Continen et Pire. Ces Français ont donc gagné maintenant tous les tournois du Grand Chelem. Donc c'est vraiment un palmarès qui est très très solide. Ça situe vraiment la performance de cette équipe de France. Et en handball, les Français se sont remis de leur défaite contre le Danemark et sont allés décrocher la médaille de bronze en battant l'Allemagne 26-25. Vous voyez, Florence, j'avais bien tort de m'inquiéter. Le week-end a été bleu avec des Français qui ont brillé un peu partout en Europe. Et dans nos bons vieux championnats, que s'est-il passé ? En top 14 de rugby, ça coince pour le Racing 92, battu samedi à Lyon, et qui n'est plus du coup dans les 6 premières places qualificatives pour la phase finale. Le club des Hauts-de-Seine, brillant en Coupe d'Europe, a du mal actuellement dans le championnat. Et pour le Stade français, son match a tourné au cauchemar. L'équipe parisienne menait à quelques secondes de la fin avant de subir la révolte de Toulon qui est allé arracher la victoire à la dernière seconde, 33-30. En football, le Paris Saint-Germain, privé de Verratti et surtout de Neymar, est toujours invaincu en championnat après sa victoire sur Rennes 4-1. Enfin, un mot sur le match de Coupe de France entre l'Entente Sannois-Sagrassien et Nantes. Ce match devait avoir lieu mercredi au stade Michel Hidalgo, mais il a été reporté dans un premier temps après la disparition tragique d'Emiliano Sala dans un accident d'avion. Finalement, cette rencontre a été de nouveau reportée, cette fois au samedi 2 février à 15h, le stade Hidalgo connaissant des petits problèmes de sécurité à régler. Évidemment, il y aura autour de ce match beaucoup d'émotions. On pensera tous très fort à Emiliano Sala et à sa famille samedi prochain. Allez, au revoir et à très vite. Merci beaucoup Bruno pour cette chronique sportive. Je vous dis à jeudi. On va tout de suite faire un hommage à Michel Legrand avec un de ses titres. Je sais pas lequel. Bruno, tu peux dire au jeune homme s'il veut rentrer, il peut venir. Hein, c'est votre. Ah, bah, je vais laisser place. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. Bonne émission à tous. Merci. Merci. À jeudi. Oui, à jeudi. Bah, bien sûr. Pendant les pauses, on sort, on fait ce qu'on veut. Alors là, c'est... Qu'est-ce que j'avais choisi C'est la Mouskouri, je crois. C'est Quand on s'aime.
Ouais, c'est la deuxième année qu'on fait. On était présenté la MVP. Et là, cette année, c'était en mode. On a applaudi qu'on pouvait enfin discuter. Frédéric, je propose de commencer tout de suite par le management des entreprises, puis de parler du prix des 100 jours après. Ça vous va? Où je ferais le lien entre les deux. C'est pas pris les 100 jours parce que ça explique c'est à cause du management de transition chez les 100 jours. Alors pourquoi vous avez fait... donc je peux commencer par pourquoi créer un prix? Voilà. Parce que vous le faites avec KPMG, vous travaillez... Est-ce que KPMG vous appelle de temps en temps pour des missions? C'est votre pour... Ouais. D'accord. Alors vous travaillez où? Je travaille chez Enderby, donc je suis on accompagne faisant l'étude d'enquête Oui, non, mais ça j'avais compris. Voilà. Mais vous faites quoi? Je suis directeur chez Enderby, c'est une agence de communication. Non, mais ça je sais. Oui, donc Mais vous, qu'est-ce que vous faites exactement chez eux? moi je m'occupe de plusieurs clients. On y va? Ça fait combien de temps là? Non, on y va là. C'est parti. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre notre hommage à Michel Legrand avec sa chanson Quand on s'aime, interprétée avec Michel Legrand bien sûr, et Nana Mouskouri. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric Marquette, qui travaille chez EIM et qui va nous parler du prix des 100 jours. On va en parler dans quelques secondes. Et puis aussi de Dominique Cocatrix, présidente de Gesclé, de Mathieu Lécuyer, cofondateur de Air Pur, de Pierre Denis, cofondateur de Touktak. Et puis nous serons aussi avec Paul Quiles, l'ancien ministre de la Défense, pour nous parler de la bombe atomique, compte tenu du livre qu'il vient de publier. Tout de suite, on va passer la parole à Frédéric Marquette. Alors, vous, Frédéric, vous étiez déjà venu présenter votre livre, Le prix des 100 jours. Là, c'est le challenge qui redémarre, c'est-à-dire que vous invitez les entreprises à venir se coacher finalement, on peut dire ça comme ça, et à être nominées comme les meilleures entreprises en management, notamment de transition. C'est bien ça? Alors, le prix des 100 jours ne s'adresse pas uniquement au management de transition. Si j'ai écrit ce livre et si on a créé le prix management, le prix des 100 jours, c'est parce que une mission dure en moyenne 150 jours. Et donc, si on a raté les 60 premiers jours, effectivement, c'est pratiquement terminé. Mais j'ai toujours eu la conviction, qui était ensuite confirmée par les entretiens qu'on a fait, que la prise de fonction est intéressante et que les 100 premiers jours sont importants pour toute prise de fonction, même si c'est pour une longue durée. D'ailleurs, que ce soit dans le domaine business ou que dans le domaine politique. Politique, c'est pareil. Parce qu'on disait pareil, quand un président arrive, il faut que dans les 100 premiers jours, presque tout soit défini. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais effectivement écrit il y a quelques années ce livre sur les bonnes pratiques d'une prise de fonction. Et on a décidé, en accord avec KPMG, de créer ce prix pour effectivement récompenser des prises de fonction qui ont été particulièrement réussies dans les 18 mois. Et l'année dernière, par exemple, on a récompensé pour la catégorie grandes entreprises Christelle Bory qui a repris la direction d'Eramet, Sébastien Chapalin qui a repris Casse-Croûte, qui est une enseigne, une franchise de distribution de restauration rapide, Tristan Borne qui a repris la direction générale d'Arc France, société qui est en difficulté avec des enjeux sociaux. Il y avait au moins 5000 emplois en jeu en France. Oui, c'est énorme, Arc France, très connu. Et Alexandre Boquet qui a repris la direction exécutive de SFR Business, qui était dans une situation de baisse particulièrement préoccupante. Alors prenons, on va, si vous voulez bien, parler de ces patrons. Donc on va commencer par Christelle Bory, une femme mise à l'honneur, et puis de parler-nous d'Eramet et qu'est-ce qui a motivé justement votre choix dans cette catégorie de la nominer. Qu'est-ce qui a fait? Alors, comment se fait le choix? Donc, on a un certain nombre d'entretiens, de recueil d'informations pour effectivement faire une synthèse sur ce qu'elles ont réalisé, ce que ces différentes personnes ont réalisé dans leur prise de fonction. Et on tient compte du respect des bonnes pratiques des 100 jours en termes de timing, sens de l'urgence, la prise d'information initiale, la remise en ordre de leur équipe de direction, la pertinence et la rapidité des premières décisions, le fait qu'elles aient su impulser un nouvel élan par différentes mesures, leur sens des priorités, le report des réformes structurelles trop lourdes, et les premiers résultats, même si dans les 100 jours on n'est pas censé tout faire tout de suite, et surtout pas tout faire tout de suite,
le fait d'avoir des premiers résultats concrets est également quelque chose d'important. Et même si nous ne récompensons pas que des entreprises en difficulté, la difficulté du challenge peut également départager certaines personnes. Alors Christelle Bory, elle a repris Eramet, c'est un des producteurs mondiaux de manganèse et de nickel, c'est donc très technique. Oui. C'est rare de voir une femme dans ce domaine. Oui, mais c'est quelqu'un qui effectivement a fait toute une carrière dans l'industrie et qui a effectivement très bien réussi son challenge dans une entreprise qui connaissait un certain nombre de difficultés. Son prédécesseur gérait l'entreprise comme une holding financière. C'est une entreprise qui fonctionnait en silo. C'est une entreprise très technicienne, mais dans laquelle la culture managériale et la culture de gestion de projet était finalement assez limitée. Et elle a essayé effectivement avec succès de redévelopper tout ça par un certain nombre de décisions. Parce que je suppose qu'on ne produit pas de manganèse et de nickel en France, si? Non, c'est une entreprise très internationale. Voilà. Et en 3 mois, elle a dû visiter 20 sites dans 10 pays différents dans les 3 premiers mois de sa prise de fonction. D'accord, donc effectivement, on voyage beaucoup dans ce type d'entreprise. Donc le tout, c'est de faire... puis c'est peut-être difficile d'unifier des équipes qui sont comme ça disséminées partout dans le monde. C'est un des challenges pour ce genre d'entreprise. Et une des initiatives qu'elle a engagées, c'est un projet qu'elle a appelé New Way, de partage des bonnes pratiques, des expériences entre tous les pays. Ceci animé par un coordinateur pour effectivement assurer la coordination, le partage des informations entre les différents pays. Alors, autre manager que vous avez récompensé, c'est Tristan Borne, qui dirige Arc France. Alors, Arc France, c'est assez connu, ils font des verres, ils font beaucoup de verreries, qui sont diffusés en grande surface d'ailleurs. Oui. Ils avaient une boutique, je me souviens, moi, place d'Iéna, enfin du côté de l'avenue d'Iéna, place des États-Unis, si je me souviens bien. Possible. Voilà, et donc 5000 employés, c'est énorme. Alors là, par contre, en France, donc le challenge est important. Et il n'est pas qu'en France, mais Arc était en difficulté. Arc avait différentes solutions de reprise qui étaient en discussion et ça a été repris par un fonds d'investissement étranger. Et l'objectif était effectivement sauver les emplois. C'est un dossier qui a été très médiatisé, très suivi effectivement par le gouvernement étant donné les enjeux. Et il a su effectivement redonner une impulsion à la fois en réalisant des économies immédiates, en particulier 8 millions d'économies sur la logistique. C'est énorme. Sur la logistique, rien que sur la logistique, on peut économiser 8 millions d'euros. Enfin, c'est une entreprise qui a déjà une grande taille. Oui, bien sûr. On peut peut-être donner son chiffre d'affaires si vous le connaissez. Je ne l'ai plus en tête. Vous l'avez plus en tête. Bon. Il a également transformé complètement la refonte et l'introduction de nouveaux produits. Et dans une situation où il y avait une crise de confiance, il a joué la transparence en organisant un CE tous les 15 jours pour expliquer régulièrement aux syndicats quelle était la situation et quelles étaient les mesures qu'il envisageait, qu'il lançait. Ah, donc grosse discussion avec les corps intermédiaires, comme on dit maintenant. Absolument, absolument. Une politique de transparence qui est indispensable pour effectivement rétablir la confiance. Et donc les syndicats ont joué le jeu et c'est pour ça, j'imagine, que cette année, ils vont repartir à l'équilibre. Tout à fait. Ils exportent dans beaucoup de pays. Est-ce qu'Air France... Ah oui, c'est une activité internationale. Ils produisent également dans différents pays. Et leur problème, c'était qu'ils avaient une usine, je crois, en Inde, qui était, sur laquelle ils avaient fait des investissements considérables et qui était absolument qui manquait de volume. Et donc, c'était une des sources d'hémorragie financière pour l'entreprise. Alors, pour cette année, pour le prix des 100 jours, comment ça se passe? Quand est-ce que démarre la campagne? Ça commence. Donc, actuellement, on procède au recueil des candidatures. Après, quand on aura effectivement fait une première sélection de ces candidatures, il y aura un examen. À la fois, on invite les candidats à remplir un questionnaire qui est basé sur les bonnes pratiques qui sont décrites dans le livre sur les 100 jours, où ils décrivent effectivement ce qu'ils ont fait. Ensuite, il y a des interviews qui sont menées par une équipe mixte entre un associé de l'IEM et un associé de KPMG. Moi, je fais une synthèse de tous ces entretiens. Finalement, c'est un genre d'audit que vous faites. Absolument. Et donc cette synthèse doit être... les entretiens doivent être terminés en juillet. Cette synthèse doit être début septembre pour que le jury qu'on est en train de recomposer pour cette année, effectivement, se réunisse mi-septembre. La remise de prix étant faite première semaine d'octobre.
Alors, j'aimerais... est-ce que pour vous, le management des entreprises a changé? Le management notamment de transition. On voit par exemple avec l'affaire Carlos Ghosn, bon là on a pris un peu plus de temps. Enfin, comment ça se passe en ce moment? Au niveau du management de transition, il y a un certain nombre d'évolutions, mais le management d'entreprise ne se résume pas non plus au management de transition. Mais si on parle d'abord du management de transition, il y a une démocratisation, un élargissement de l'utilisation du management de transition qui avant était assez restreint à des activités de nature industrielle, assez restreint aussi sur des opérations de restructuration. Et aujourd'hui, c'est plus une façon de développer l'entreprise, une façon d'assurer la continuité qui est utilisée par des entreprises, des secteurs d'origine de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on travaille dans les services, dans les secteurs high-tech. Donc c'est une grande diversification des conditions d'emploi du management de transition. Donc ce que vous voulez dire, c'est assurer l'existant et non pas tout casser comme ça fut un temps. C'était de dire, voilà, on coupe tel pan de l'entreprise. Ce qui est important dans une mission, c'est d'abord de sauvegarder la situation immédiate de l'entreprise, d'entreprendre immédiatement un certain nombre de mesures de sauvegarde, qui peut être plus ou moins drastique en fonction de la situation et des difficultés que connaît l'entreprise. Mais c'est aussi, à la fin de la mission, laisser une situation pérenne, une organisation en place avec éventuellement des gens qui sont choisis à l'intérieur de l'entreprise et dont le management de transition effectivement facilite la prise de fonction. Alors et dans le management en général, parce que comme vous avez dit tout à l'heure très justement, heureusement qu'il n'y a pas que du management de transition. Mais ça c'est... j'ai écrit un deuxième livre plus récemment sur l'ascension des dirigeants, pourquoi eux, les secrets d'une ascension. Et c'est une des questions que j'ai posées à des dirigeants, effectivement, de premier plan, pour voir qu'est-ce qui changeait de leur point de vue dans leur métier. Et ce qui ressort, c'est un certain nombre de choses. D'abord, ça c'est relativement banal, mais le monde va de plus en plus vite. Avec l'internationalisation, l'émergence de nouveaux modes de concurrence, l'émergence de la digitalisation, les business models sont remis en cause et tout bouge de plus en plus vite. Avec en fait, on peut même se demander l'arrivée de concurrents qui viennent de l'étranger et qu'on n'a pas vu venir. Oui, avant, on disait une génération, c'est 20 ans, mais finalement, maintenant, le temps de 20 ans est complètement réduit. On voit l'énorme accélération à cause de la technologie. Tous les 10 ans, voire tous les 5 ans, il faut se renouveler. Absolument. Et donc, les entreprises ont besoin d'agilité, plus que c'était le cas il y a 20 ans. Et qui dit agilité veut aussi dire des décisions qui se prennent beaucoup plus près du terrain. Donc ça veut dire effectivement des gens sur le terrain, des managers opérationnels qui ont la compétence, la légitimité pour prendre eux-mêmes un certain nombre de micro-décisions. Tout ne peut pas reposer effectivement sur la décision du DG ou du PDG. Et donc ça veut dire entretenir les talents, les développer, les encourager, leur donner une certaine capacité d'initiative. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'avec les nouvelles générations, Y, Z, etc., les jeunes eux-mêmes ont besoin de beaucoup plus d'autonomie, de responsabilité, de sens à leur activité. Ça veut dire qu'il y a moins de strates d'intermédiaires entre ces jeunes talents et le dirigeant? C'est aussi une des conséquences. L'évolution des organisations, effectivement, c'est de diminuer le nombre de strates intermédiaires. La plupart des réorganisations vont dans ce sens-là. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, donc, du coup, beaucoup plus de réunions? Ça fait beaucoup de... Non, parce que si on diminue les strates, on diminue le nombre de réunions. Moi, j'ai expérimenté dans une entreprise. Vous diminuez une strate de management, vous supprimez les réunions. Et après, sur effectivement la concertation, il y a aussi les moyens digitaux qui facilitent l'échange à distance sans nécessairement réunir tout le monde, ce qui fera plaisir aux gens ici qui ont aux start-upers qui sont avec nous. De la qualité de l'air. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Marquette. Donc on peut faire un appel aux candidats. Comment on fait? Il faut avoir une certaine taille d'entreprise? Non, vous prenez... on a des prix pour les grandes entreprises, pour les moyennes entreprises et pour les PME. Donc pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, après tout c'est un joli challenge que de relever, de venir faire appel à vous parce Absolument. Que ça permet de faire un audit de ce que l'on fait. C'est une bonne solution que de participer au prix des 100 jours. Donc, dès maintenant, jusqu'à quand on peut déposer sa candidature? Jusqu'au mois de mai. Jusqu'au mois de mai. On va le dire aux deux présidents des chambres de commerce qui viennent à ce micro le 30 janvier, ceux du 93 et du 95. On va leur proposer votre prix, comme ça, on va voir si
si vous allez obtenir de nouvelles entreprises. Alors, on va tout de suite passer la parole à Dominique Cocatrix, qui est à vos côtés. Dominique, vous avez racheté une entreprise. En fait, vous êtes passé de la communication, vous avez démarré votre carrière professionnelle chez Bouygues Télécom. Vous avez fait le lancement, finalement. C'est formidable, ça, oui. De lancer... parce qu'à l'époque, c'était révolutionnaire, hein, quand même, le téléphone portable. J'avais le numéro 100 sur mon badge, 119 exactement. Donc, il y avait 119 salariés d'employés à ce moment-là, quand je suis arrivée chez Bouygues Télécom, effectivement. Et puis, bon, un jour, bien sûr, vous les avez quittés pour passer dans la sécurité, ça, c'est la vie professionnelle. Donc, quelque chose de très technique, finalement très masculin. Et vous rachetez, là, en 2017, vous rachetez aussi une entreprise qui est bien masculine, si je puis dire. Comment vous est venue l'idée ? Pourquoi avoir fait le pas, alors que vous étiez salarié, vous vous occupiez d'un domaine assez agréable qui est le marketing et la communication, et pourquoi avoir fait ce pas de racheter une entreprise ? Effectivement, j'étais dans une zone de confort. J'étais responsable marketing et communication chez Afimes, qui était une PME où on vendait du coffre-fort et des choses assez techniques, donc aux responsables sécurité, donc à des gens, enfin, un monde très très masculin. Et puis, on avait un de nos fournisseurs qui vendait ses parts, parce qu'il partait à la retraite donc, de cette société, Gesclé, qui commercialisait tous les produits liés à la gestion des clés. Gesclé, ça veut dire gestion des clés, en fait. Donc, il est venu proposer de racheter ses parts à mon patron d'Afimes, qui a refusé. Et moi, j'ai dit, moi, je suis partante pour ça, parce que ça faisait 16 ans que je travaillais là-bas et j'arrivais un peu au bout de ce que je pouvais faire. J'avais envie d'évoluer et surtout d'être indépendante. Et c'était un défi. À l'époque, c'est pas si longtemps que ça, donc j'avais 48 ans. Et puis j'avais envie de changer de vie, d'être indépendante et puis de faire quelque chose d'important encore dans les 15 ans de carrière, voire plus, avant d'arriver à la retraite. Alors, vous rachetez donc Gesclé qui fait donc de la gestion des clés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la gestion des clés, pour vous donner un exemple, j'ai fait le salon des maires là, récemment. J'ai un responsable service technique qui m'a dit qu'il avait des seaux entiers de clés. Il ne savait pas ce que ça ouvrait. La gestion des clés, dans toutes les entreprises, dans les collectivités, c'est un vrai casse-tête. On ne sait pas qui a la clé, où est la clé, qui conduisait la voiture. Donc, quand on parle de gestion des clés, c'est de mettre à disposition des boîtes, que ce soit la petite boîte à clés accrochée, ou des tableaux de gestion de clés un peu plus intelligentes, jusqu'à la grosse armoire avec traçabilité, là où on sait qui a pris la clé à telle heure. Oui, la plus petite boîte, moi j'ai vu dans vos produits, la plus petite, elle fait à peu près 10 cm, enfin j'exagère un peu, mais boîte, ça tient dans la main, quoi. Voilà, tout le monde la connaît parce que c'est celle que vous allez trouver pour rendre disponible la clé dans une location type Airbnb par exemple. Donc nous on a une petite gamme qui s'appelle des KeySafe. C'est un mini coffre à clé blindé, enfin, assez solide, et vous arrivez devant la maison, vous faites un code et puis vous prenez la clé à l'intérieur. Ah oui, ça c'est formidable. Donc ça c'est pour les particuliers. Pour les particuliers, mais nous, chez Gesclé, on les vend aussi pour les services de soins à domicile. Ça c'est notre gros marché, puisque quand vous avez une personne handicapée ou une personne âgée, vous avez beaucoup de corps de métier qui doivent se rendre chez la personne. Aide-soignante, les kinés, ça peut être aussi le ménage, les auxiliaires de vie. Et on ne peut pas démultiplier les clés de ces personnes-là. Donc on met la clé à disposition dans un coffre à clés et chacun la prend pour ouvrir la porte de la personne à aider. Alors ça peut se mettre aussi à l'extérieur d'un immeuble, d'un bâtiment collectif ? Oui, tout à fait, parce qu'on a des versions type cadenas. Donc là, on ne perce pas les parties communes des immeubles. Et puis aussi une version que l'on met sur la porte, parce que vous êtes propriétaire de la porte, et donc vous pouvez faire un trou dans votre porte pour pouvoir mettre le KeySafe. Ça, c'est pour les particuliers qui sont en maison. Donc si on est en bâtiment collectif, est-ce qu'il faut faire une demande à l'Assemblée générale des propriétaires ? Tout à fait. Voilà, donc ça c'est obligatoire. Oui. Sauf si vous le mettez sur votre porte. Bien sûr. Ou sur les barreaux de la rambarde. Là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Sur les barreaux de la rambarde de l'immeuble ? De la rambarde de l'escalier, par exemple. Si vous avez des barreaux ajourés, vous pouvez s'il y a des barreaux accessibles, voilà, c'est toujours le problème. Mais par contre, s'il n'y a pas d'accessibilité, il faut faire une demande à la copropriété. Tout à fait. D'accord. Mais j'ai des copropriétaires qui, du coup, m'achètent la totalité des coffres pour harmoniser. Si
c'est le même qu'offre chez toutes les personnes de l'immeuble. Voilà, ils proposent à tout l'immeuble finalement de racheter des... En fait, tout le monde a un problème de gestion de clés, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Donc après, pour les professionnels et les entreprises, là, vous avez des armoires, ça va de la petite boîte carrément à la très grande. Exactement. Avec, là, nous sommes même en train de lancer une armoire de gestion de clés connectée, pilotable à distance, où on pourra mettre une quinzaine de clés. Et on fait ça avec justement en collaboration avec une start-up. Et nous, on lance chez Gesclé, on les a aidés et on lance le produit fini. Alors au niveau du process, parlez-nous un petit peu du process industriel, puisque vous avez racheté une entreprise qui fabrique. Comment faites-vous? Où est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que vous fabriquez dans plusieurs pays? Est-ce que c'est fait, tout est en France? Vous avez dit que vous travaillez avec une start-up pour développer quelque chose à distance. On fabrique pas vraiment. Le gros du métier de Gesclé, c'est quand même de la distribution. Donc j'achète des produits en Europe essentiellement et aux États-Unis et je les commercialise et je suis distributeur exclusif sur certains produits. Effectivement, dans le dernier cas que je viens de vous évoquer, la start-up, on a fabriqué avec eux, on les a aidés à fabriquer quelque chose. Mais on va le commercialiser, on le rachète au final. Et finalement, au niveau alors du financement, comment vous êtes-vous prise pour déjà acheter cette entreprise? Est-ce que c'est l'ancien propriétaire qui vous a fait un crédit? Est-ce que vous avez fait, c'est de la love money? Est-ce que c'est une banque? Comment avez-vous procédé? Je suis allée au salon des entrepreneurs, voir un peu comment effectivement on pouvait acheter une entreprise, parce que ça c'était la grande inconnue pour moi. Et la chambre de commerce m'a énormément aidée et j'avais pas assez d'apport parce que voilà, ça a coûté cher. Et l'initiative Essonne m'ont prêté, donc c'est l'association Initiative Essonne, m'ont prêté de l'argent à titre personnel pour que je puisse avoir plus d'apport pour effectivement racheter la société via après un crédit classique comme si j'achetais une maison, quoi, via une banque. Il y a une banque. En fait, vous êtes quand même associé, vous êtes quand même fait membre d'Initiative France, c'est très connu. Nous, on les reçoit souvent. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont aidées par cette association, qui sont très toniques, très dynamiques pour le financement, effectivement, quand on veut racheter une entreprise. Alors, pour 2018, donc, pour 2019, je veux dire, il faut que je change d'année, moi. C'est le lancement, donc, de la KSF Clé Manager, cette fameuse clé boîte ouvrable à distance. Oui. Ça, c'est le gros de cette année. Oui, et puis plusieurs autres produits. Et puis, on garde la gamme. Parce qu'effectivement, Gesclé était une entreprise qui a aujourd'hui 11 ans, mais qui n'a pas du tout été exploitée comme elle aurait dû l'être. C'était une petite entreprise de l'associé à qui j'ai racheté les parts. Il avait une grosse société à côté. Il s'occupait plus de la grosse société que de la petite. Donc, celle-ci, elle était... vraiment, elle vivotait, on va dire. Donc, les produits de Gesclé aujourd'hui sont tous à remettre sur les rails pour... Finalement, là, c'est un gros développement commercial qui doit être fait cette année, exactement. Parce que vous avez beaucoup de marchés à investir, c'est ça que vous voulez dire? Pour vous faire reconnaître, vous parliez des soins à domicile, voilà, à la fois et des particuliers dans les entreprises. Donc, beaucoup de salons, j'imagine. On va faire le salon des maires d'Île-de-France, le salon de la MIF, et puis on fait Préventica Paris aussi, donc en mai-juin, je ne sais plus les dates, mais c'est en mai-juin. Et puis, effectivement, les collectivités sont vraiment, très très embêtées avec la gestion des clés. Et pour vous donner un exemple, la société est à Ris-Orangis. J'ai rencontré le responsable du service technique de Ris-Orangis qui achète ses produits dans le sud de la France. Il ne connaissait absolument pas Gesclé, alors qu'il était à sa porte. Donc de jolis développements en perspective, c'est tout. On vous le souhaite, en tout cas, bravo, c'est intéressant. Et puis ces idées de boîte à clés pour les particuliers, notamment tous ceux qui font de la location, je pense que là aussi, il y a un joli marché à faire. Peut-être que vous envisagez de mettre ça sur Amazon, ou ça l'est peut-être déjà? Non, je préfère rester dans un cycle français. Où Amazon, c'est trop gros déjà, et ils ont des conditions d'achat qui sont quand même beaucoup trop compliquées et trop lourdes pour nous au niveau des gestions de stock et des choses comme ça. Donc pour l'instant, pas Amazon, donc il faut aller directement chez vous. Je suis une TPE, je reste une TPE et il y a des marchés aujourd'hui. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais voilà, dans le futur peut-être. Donc chaque chose en son temps. Exactement. Merci beaucoup Dominique Ocatrix. On va faire tout de suite une petite pause musicale et puis après place à notre première start-up du jour.
avec donc Mathieu Lécuyer. C'est lui qui représente la France, c'est ça? C'était couru d'avance que ce soit lui qui gagne. Bilal Hassani. C'est un androgyne. C'est un homme, hein, bien sûr, mais bon, il dit lui-même qu'il est homosexuel. Il met des perruques de femme, donc cheveux au carré arrivant au cou, blondes, de toutes les couleurs. Il se maquille, enfin bon, voilà quoi. C'est aussi pour choquer. En mai. La France n'a jamais gagné l'Eurovision. Si, il y a longtemps, Marie-Myriam. Marie-Myriam, il y a... En 78, ça devait être dans ces zones-là. Ça date. Ouais, voilà. Comment? France Gall, encore avant, oui. Mais c'est pas pour la France. Qui? France Gall, elle a gagné, mais elle n'était pas... Je me souviens pas. La France. Non, il n'y a eu qu'une Française, c'était Marie-Myriam. D'accord. La Belgique, je ne sais plus. Pardon? C'était la Suisse ou la Belgique qui représentait France Gall quand elle a gagné. Est-ce que vous voulez dire autre chose? Est-ce que vous aviez envie de dire autre chose? J'ai déjà beaucoup parlé. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. J'aurais pu dire que je vais intervenir au sein des entrepreneurs du coup avec l'initiative. Mais moi, je me demande quand même comment on peut commercialiser sans passer par les grandes plateformes. Franchement... Je le fais, et puis moi, depuis, par rapport aux 100 jours, là, ça fait plus de 100 jours parce que j'ai acheté en novembre 2017, mais... Moi, j'ai pris le lyrique, il y avait marqué lyrique. On y va? Ça fait rien sur un extrait, hein, de toute façon. Nous voici de retour au bar de l'économie. Vous venez d'entendre un extrait de la chanson Roi de Bilal Hassani qui va nous représenter en mai prochain à Tel Aviv à l'Eurovision. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric Marquette de IM pour le prix des 100 jours, de Domenico Catrix qui a racheté il y a plus d'un an la société Gesclé. Alors là, c'est formidable, c'est les boîtes à clés. Et bientôt, il y a une boîte avec un outil numérique pour ouvrir de l'extérieur à distance. Et puis également, notre première start-up du jour, c'est Mathieu Lécuyer qui a créé Air Pur en 2016. Alors Mathieu, vous, c'est pour produire des masques anti-pollution. D'ailleurs, vous en avez amené un avec vous aujourd'hui. Et il y a presque plus d'une dizaine de filtres dans votre masque. Alors exactement, nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut peut-être dire que c'est spécialisé pour les deux roues. Exactement, on est les deux roues et aussi les renards. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4 ans, j'ai rencontré mon associé, le cofondateur, Flavien Hello, en Corée du Sud. On s'est rencontrés lors d'un échange universitaire et on a tous les deux été exposés à cette pollution de l'air et sensibilisés. Donc tous les deux, vous êtes des motards ou des scooterman et en poli. On court aussi pas mal en ville, ce qui nous a forcé à développer ce type de produit. Dès qu'on est rentré à Paris, on était tous les deux en CDI, on se rendait tous les deux à la Défense, par le tunnel de la Défense. Et c'est à ce moment-là que je suis, moi, tombé malade, suite à quelque chose qui ne m'était déjà encore jamais arrivé. J'ai jamais été malade de ma vie. Et dès que je suis allé voir un allergologue, ce dernier m'a dit, monsieur, c'est la pollution de l'air. À ce moment-là, je me suis posé la question, qu'est-ce que la pollution de l'air? C'était il y a 4 ans, on n'en parlait pas beaucoup, c'était pas encore beaucoup médiatisé, les gens ne savaient pas ce que c'était. Et suite à ça, j'ai essayé de me protéger, de trouver des solutions comme n'importe qui sur le marché, tout simplement en achetant des produits. Ça a aussi été concerné par cette problématique. On a commencé à acheter des produits sur le marché, chez les magasins de moto ou les vendeurs de vélos. Et malheureusement, aucun d'eux ne pouvait répondre à des problématiques qui étaient indispensables pour les masques anti-pollution, c'est-à-dire quelque chose d'efficace qui va vraiment venir filtrer des particules fines de diesel ou les gaz mauvais en milieu humain. Ensuite, qui est confortable. La plupart des produits qu'on utilisait nous faisaient très mal au nez, ne rentraient pas dans un capteur de moto, ou encore nous empêchaient de respirer à l'intérieur, ce qui était quand même un peu problématique pour un masque qui est censé nous aider à respirer. Et troisièmement, c'était le design. On fait quand même un peu attention à notre style, on est à Paris, on est en Ile-de-France, on a des beaux casques, enfin on essaie de faire attention. Vous êtes coquet, c'est ça qu'il faut dire. Exactement, et c'est pas pour se mettre un masque blanc de chirurgien devant le visage, ce qui était un peu embêtant. Ça vous plaisait pas? Malheureusement, ça nous plaisait pas. Donc, à la fois, les contraintes techniques n'étaient pas suffisantes, c'est ça? Vous avez donc testé beaucoup de masques, j'imagine? Une trentaine. Une trentaine, carrément. Pour tous les masques existants. Ça devient une possession dès que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on subit. Il faut savoir que la pollution de l'air, tout le monde l'a subi aujourd'hui. C'est
quelque chose d'extrêmement important, on en parle de plus en plus, et dès qu'on y est opposé tous les jours, et que la solution n'est pas envisageable par rapport au fait qu'elle ne dépend pas uniquement de nous, et ben, c'est pour ça que l'achat de tous ces masques anti-pollution était pour moi une obsession, et c'est la vérité. Voilà, alors vous, la particularité de votre masque, c'est qu'il il filtre les nanoparticules jusqu'à 50 nanomètres. Donc c'est tout petit ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on s'est dit à un moment, on va créer notre masque anti-pollution qu'on aurait souhaité avoir à l'époque. On a commencé à travailler sur la qualité de l'air. Il a fallu prendre le problème à l'envers. On s'est entouré de spécialistes, de personnes issues de centres de recherche, de l'AirParif, de personnes qui étaient spécialistes pour la qualité de l'air. Suite à ça, on l'a étudié, et lorsqu'on a compris et trouvé ce qu'il y avait dans cette qualité de l'air urbaine, je parle de toutes ces gaz et ces particules issues du chauffage, du trafic, des entreprises, et bien suite à ça, on a développé une technologie de filtration qui est parfaitement adaptée à un usage dans un milieu urbain. Alors justement, parlez-nous de cette technologie, parce que décrivez-nous un peu le nombre de filtres qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un filtre qui est interchangeable, parce qu'il faut savoir que les filtres, malheureusement, s'encrassent et se saturent. Donc le filtre est à l'intérieur, il est interchangeable, et il est composé de pas 10, mais de 6 couches différentes qui vont chacun avoir des propriétés techniques pour venir filtrer dans un premier temps, on va dire, les grosses poussières, ensuite les particules très très fines, de l'ordre de 40-50 nanomètres, comme vous l'avez dit, qui sont les plus dangereuses. Pourquoi les plus dangereuses? Je fais une petite parenthèse. Les particules les plus fines rentrent dans l'organisme via les poumons, et ensuite, plus elles sont petites, plus elles vont rentrer dans le système sanguin. Ce qui est une problématique, puisque ça va aller directement au cœur et au cerveau. Et c'est là que les problématiques de santé sont malheureusement impossibles à réparer aujourd'hui. C'est pour ça que cette technologie de filtration qui va venir chercher ces particules très fines est aujourd'hui indispensable et très importante dans ce type de masque. Aujourd'hui, on est le seul masque au monde à avoir développé cette technologie pour les environnements urbains. C'est le masque le plus efficace dans cette catégorie. Et en plus, il est très joli. Oui, exactement. La dernière partie, c'était intéressant, c'était le style. Vous avez fait appel à qui, alors pour le style? Au tout début, il faut savoir qu'on était deux dans un garage. Tout commence dans un garage, on s'est entouré d'amis qui étaient compétents dans ces domaines-là, dans la chimie par exemple, pour la filtration de l'air, avant d'être entouré par des professionnels, et par des amis qui sont designers aussi, qu'on rémunérait en charcuterie et en bière, parce que c'était la seule monnaie qu'on avait à l'époque. Charcuterie et en bière. Exactement, on travaillait dans les dégâts chez nous et dans les bars, pour essayer de comprendre la problématique et de savoir comment on allait faire. En fait, vous aviez un autre travail à l'époque, c'est ça que vous voulez dire, et vous faisiez ça en plus. Exactement. Vous avez fait ça dans votre garage, le week-end et le soir. L'entrepreneuriat, c'est ma première société. J'avais la sécurité d'être en CDI par rapport au fait que j'avais un travail et qui me permettait de vivre. Et suite à ça, on a réussi à se pencher soir et week-end avec mon associé sur déjà la compréhension du problème et l'imagination d'un produit qu'on pouvait créer qui pouvait répondre à toutes ces problématiques. Suite à ça, dès qu'on a commencé à avoir l'intérêt d'autres utilisateurs, parce qu'on a créé un site internet qui nous permettait de présenter le produit, on a lancé un crowdfunding. Le crowdfunding, c'est un financement participatif qui permet aux gens d'acheter le produit mais de le recevoir que plus tard. Absolument. Alors vous avez choisi quelle plateforme pour lancer ce... Avec qui? Une plateforme américaine qui s'appelle Indiegogo, qui est une plateforme plus internationale qui nous permettait d'aller chercher un peu plus de personnes. En la lançant, on avait demandé 15 000 €. On est arrivé à plus de 250 000 € à la fin de la campagne. Ce qui nous a permis déjà tout simplement de comprendre que le marché qu'on était en train de viser avec un produit très technique et vraiment efficace était ce que les personnes attendaient. Il y avait 80% de rejet des anciens masques anti-pollution chez leurs utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas efficace, 2, il était extrêmement douloureux. Donc les gens à la fin de la semaine avaient essayé, avaient fait l'effort de se protéger, mais malheureusement avaient jeté ce produit qui coûtait une cinquantaine d'euros. Oui, parce qu'il y a le fait de pouvoir le supporter, ça c'est très le confort, comme on dit, c'est très important. On n'est pas habitué à porter des masques. On est en Europe, on est en France, les personnes, nous, c'est un produit qui est spécialisé pour les personnes très exposées. En fait, on peut respirer naturellement grâce à votre masque. Exactement, on a un niveau de respirabilité qui est très bon par rapport au fait qu'on peut l'utiliser en course à pied et en effort lorsqu'on est en vélo, par exemple. Et suite à ça, nos cibles prioritaires et les personnes qui l'utilisent sont les personnes très exposées, comme je disais, qui sont les motards, les scooters, les personnes en vélo et les personnes qui vont être en effort aux abords des routes, comme les coureurs urbains. Car il faut savoir, plus on est en effort, plus on va être fragile et facilement atteignable par ces particules.
Et finalement, quand on marche, on aurait intérêt à porter un masque, vous pensez? On pourrait, malheureusement, bien heureusement, au contraire, on vous être assez éloigné des routes et des abords de l'intensité de la pollution pour être moins exposé. Et le fait est que vous ne vous baladez pas, avant d'être touriste et de se balader à Paris, aux abords des grands axes très, très utilisés de la capitale. Alors, vous avez été au CES de Las Vegas. Est-ce que ça vous a ouvert le marché américain? Alors, c'est une très bonne question, et oui. Le CES de Las Vegas, c'est pour la deuxième fois qu'on y va. C'est le plus grand salon d'innovation au monde. On y était l'année dernière, en 2017. Là, on a pu présenter pour la première fois notre innovation aux journalistes mondiaux et aux distributeurs. Malheureusement, on n'était pas encore prêt. C'était le moment où on était en pleine production, une production qui est entièrement made in France, je le rappelle, et on n'était pas du tout dans la disposition de pouvoir livrer toutes ces personnes qui souhaitaient ce produit. Cette deuxième année était extrêmement importante pour nous par rapport au fait qu'on pouvait, encore une fois, prétendre à livrer nos futurs distributeurs, ce qui était une très bonne nouvelle. Et suite à ce salon, on ouvre les États-Unis d'ici un mois, États-Unis, Canada, et on va commencer à ouvrir une partie des pays très unis de l'Asie du Sud-Est pour le deuxième semestre de l'année 2019. Alors, quand vous dites ouvrir, ça veut dire quoi? Vous créez des filiales, vous vendez des pièces, vous trouvez des réseaux de distribution? Exactement, on a déjà identifié les réseaux de distribution, on commence à produire les pièces pour les livrer directement dans le pays par rapport à la demande qu'il y a. Aujourd'hui, on a une très très grosse demande dans ce domaine-là. Alors, vous êtes combien en ce moment dans votre entreprise? Aujourd'hui, on est 8, on sera 9 le mois prochain. On est toujours à la recherche de personnes. On est en train d'accélérer par rapport à une très forte demande du B2C qui est dans un milieu très urbain, mais aussi dans des domaines B2B, puisque suite au développement de ce produit-là, on a été contacté par pas mal d'organismes qui peuvent être très bien, je vous cite ici les forces spéciales, les sapeurs-pompiers, qui n'ont pas d'équipement intermédiaire entre les grosses bombanes de gaz quand elles sont dans, par exemple, des environnements contraints, et on va dire la cagoule qu'ils ont aujourd'hui. Donc on est sur une vraie problématique et une compréhension d'un problème qu'il n'y avait pas à l'époque, et que nous pouvons réussir à adapter en fonction des problématiques. Donc ça veut dire que de nouveaux marchés s'ouvrent pour vous. Donc Mathieu Licuy, je rappelle que vous êtes le fondateur de Airpur et que là vous êtes en train de nous présenter le produit Nano. Alors vous allez faire une nouvelle levée de fonds cette année, c'est ça, pour pouvoir réussir votre développement commercial? Alors on a réussi à se développer via différents canaux qui étaient des fonds propres, des prêts d'honneur. On a été accompagnés par des banques aussi qui nous ont fait confiance, qui nous ont prêté de l'argent pour pouvoir lancer des deuxièmes productions. On est très fiers de ça parce que c'est pas facile aujourd'hui d'avoir des prêts de banque sur des produits aussi innovants et si jeunes. On est en train d'accélérer de manière internationale. Aujourd'hui, on a développé les produits et on est sur une phase d'accélération qui va nous permettre de partir sur des ouvertures de postes, sur des ouvertures de pays, comme je le citais juste avant. Et donc, nous sommes en train de finaliser une levée de fonds d'environ 2 millions d'euros pour nous permettre d'accélérer sur cette partie. Bien sûr. Alors, avec qui vous avez là de nouveau une plateforme? On a différents types de profils. On est sur des family office qui sont des personnes bienveillantes et souhaitant accompagner la société sur plusieurs années sans forcément avoir des visions de revente tout de suite. Donc en fait, vous avez décidé de prendre plusieurs canaux de financement différents. C'est ça qu'on a compris aujourd'hui. Non dilutif. Mais en plus, vous n'avez pas été obligé de vendre des participations dans votre entreprise à ces investisseurs? Eh bien, pas jusqu'à présent. C'est quelque chose d'assez rare, on va dire. Dans le ben oui, c'est pour ça que je pose la question. Aujourd'hui, quand on produit surtout un produit technique qui met en place différentes entreprises, différents suppliers, aujourd'hui on travaille avec 9 entreprises différentes en France qui nous envoient les pièces du produit pour être assemblées au même endroit. Parce qu'on a autant de la métallurgie, de l'aluminium, on fait de l'injection plastique, on fait du découpage laser, des choses assez techniques. Et on a réussi à se faire avoir des crédits de leur part ou des temps avant de les payer, et surtout des aides de banque. La dernière chose qui nous a permis d'évoluer a été les prêts bancaires qui nous ont permis d'avancer les fonds pour produire nos masques pour ensuite les revendre à nos clients. Merci beaucoup Mathieu Licuy. Je rappelle que c'est un produit super intéressant. Ça s'appelle Nano. C'est vendu par la société Airpur, votre société, donc avec votre associé. Eh bien, on vous souhaite bonne chance en tout cas pour tout ce développement. Vous reviendrez nous dire l'année prochaine. Et puis on va tester ce masque hors antenne tout à l'heure après l'émission. Tout de suite, on va rejoindre Paul Quilès qui nous attend. Bonjour Monsieur le Ministre.
Merci beaucoup, désolé de vous avoir fait attendre, mais je ne sais pas si vous avez pu entendre cette nouvelle technologie que vient de nous présenter donc Mathieu Lécuyer, qui a fondé la société Air Pur avec son produit Nano. C'est un masque anti-pollution fantastique qui retient jusqu'aux plus petites particules qui font 50 nanomètres. C'est très intéressant et son développement et son mode de financement aussi était formidable. Voilà pourquoi je suis désolée, on vous a fait attendre. Merci beaucoup. Alors, en tant qu'ancien ministre de la Défense, vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler bien sûr de votre livre, un livre qui s'appelle donc L'illusion nucléaire que vous avez coécrit avec Jean-Marie Collin et Michel Drin aux éditions Charles-Léopold Meyer. Mais avant, j'aimerais vous parler un petit peu de la crise. J'aimerais qu'on parle 2 minutes ensemble de la crise et quelles pour vous seraient les solutions, parce que j'ai entendu que lors de vos vœux, enfin il y a quelque temps, vous avez déclaré que vous aviez déniché une étude suisse qui a été faite du 31 mars 2017 au 5 mai 2017, qui annonçait la crise des Gilets jaunes, sans l'appeler comme ça bien sûr, 1 an et demi avant, et prenant pour argument le risque élevé autour de l'énergie et de la fiscalité. C'est incroyable. Ah bah oui. En fait, les chefs d'entreprise et puis d'autres citoyens disent que les solutions, on les connaît, mais qu'on ne nous entend pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Oui. Alors en fait, Paul Quillès, vous nous dites l'État nous ment, on dépense trop. Finalement, quelle solution envisageriez-vous dans la crise actuelle ? D'accord, merci beaucoup en tout cas pour cette analyse. Alors Paul Quillès, parlons maintenant quand même de votre livre. Je rappelle donc le titre « L'illusion nucléaire ou la face cachée de la bombe atomique ». Donc dans votre livre, j'ai vu 3 parties. La première, c'est les fausses certitudes. La deuxième, c'est les omissions. La troisième, les sous-estimations. On va commencer par les fausses certitudes que vous... on ne va pas bien sûr dévoiler tout ce qu'il y a dans votre livre. Il faut que tout le monde achète ce livre. Voilà. Par contre, les fausses certitudes, vous les développez en 10 points. J'en ai sélectionné 3. Vous dites la bombe atomique assure notre indépendance. C'est une fausse certitude. Vous dites que seul le président peut donner l'ordre de tir. Et puis, donc, 2 questions tout de suite. Vous dites que c'est même plus facile de fabriquer une bombe nucléaire qu'un missile doté d'une ogive nucléaire. Pensez-vous qu'il peut y avoir une guerre nucléaire par accident ? Oui. Oui, j'ai lu ces passages, effectivement. Voilà, c'était juste une erreur de machine, finalement. De prévenir sa hiérarchie. Alors, vous dites que justement, vous dites que la dissuasion nucléaire, c'est un mythe. Alors, pourquoi ?
Oui. Mm. Donc, est-ce que vous pensez que c'est possible? On voit bien que les soviétiques, ils ont laissé mourir leurs militaires qui ont été pris dans le sous-marin. Vous vous souvenez de cette histoire, hein? Ils ne sont même pas allés les aider. Ils n'ont même pas voulu que les puissances européennes viennent au secours de ces pauvres marins. Oui. Mais est-ce que vous pensez que la France puisse décider de supprimer le nucléaire dans ses armes si les autres pays ne le font pas? Vous dites que c'est un multilatéralisme, c'est-à-dire que c'est tous les pays en même temps, c'est ça?
Bien sûr. Mhm. De- Alors finalement, Paul Quillès, par rapport à votre livre L'illusion nucléaire, la face cachée de la bombe atomique, à l'heure justement où en France on est quand même en crise financière, est-ce qu'on ne pourrait pas donc diminuer le budget de la défense qui est de 34 milliards d'euros par notamment des investissements? Est-ce que par là, il n'y aurait pas un moyen d'économie? Oui. C'est dans la dernière partie, vous appelez ça les omissions, vous dites les sous-estimations carrément des gouvernements qui en ont fait leurs arguments. Qu'en fait, à chaque fois, quand on fait un budget, on n'a jamais le bon budget pour créer quelque chose. C'est ça que vous dites? Vous dites même que les essais nucléaires en laboratoire vont exploser à 7,3 milliards d'euros. Le contraire. Alors, dernière question, Paul Quillès. Finalement, on peut se poser la question si la France a encore les moyens d'une véritable défense. Voilà. Voilà, c'est ça.
Donc c'est quand même un sujet extrêmement complexe. En tout cas, merci beaucoup Paul Quilles. Je rappelle votre livre parce que c'est quand même très important, je pense, d'être au courant de tout ce que vous dites dans votre livre. C'est L'illusion nucléaire, la face cachée de la bombe atomique, un livre publié, écrit en collaboration avec Jean-Marie Collin et Michel Drin aux éditions Charles-Léopold Meyer. Paul Quilles, merci beaucoup. Oui. Très bien, bien sûr. Voilà, en tapant Paul Quilles, je rappelle que vous avez été plusieurs fois ministre, dont ministre de la Défense, que vous êtes aussi membre de commission sur le thème toujours de la défense. Et je comprends très bien que vous ayez fait un livre là-dessus. Et donc c'est très intéressant parce qu'on apprendra toutes les omissions que les gouvernements, comme vous dites, on nous ment. Merci beaucoup Paul Quilles d'avoir été sur IDFM. À très bientôt. Au revoir. Nous continuons notre émission et tout de suite, on passe la parole à Pierre Denis, fondateur de TookTak. Alors, Pierre Denis, comment vous est venue cette idée de TookTak? Alors, c'est TookTak, T-O-O-T-A-K. C'est vrai que c'est court, ça claque. Comment ça nous est venu? En fait, c'est le croisement de deux choses. Le premier, c'est mon expérience personnelle et l'expérience de centaines de milliers de gens. Ils ont loupé une émission de radio. Ils sont dans leur voiture, il est 9h30, ils doivent aller travailler, et hop, ils auraient bien manqué. Et rattraper, ça va être l'after-food, c'est Canteloup, c'est Guéras, c'est le téléphone sonne sur France Inter, c'est toutes ces émissions de radio qui aujourd'hui on appelle des podcasts, c'est-à-dire qui sont disponibles après leur diffusion. Et ça, aujourd'hui, l'idée nous en est venue parce que c'est très compliqué de trouver ce qu'on appelle des podcasts. C'est-à-dire qu'il faut aller à la fois sur France Inter, il faut aller sur chaque éditeur, ou bien même les plateformes qui existent aujourd'hui sont des librairies, sont des catalogues d'audio. Et donc, l'idée, elle est tout à fait personnelle, elle est partagée. On l'a découvert en faisant des groupes Cali, en interviewant 40 personnes, elle est partagée. C'est qu'il y a une frustration. J'aimerais bien entendre plus d'audio. J'aimerais bien pouvoir trouver ce que j'aimais. Et que ce soit plus simple pour trouver effectivement ce qu'on a envie d'entendre, de réécouter. Absolument. Et la deuxième chose, c'est que regardons le marché de la vidéo on demand. Tout le monde sait ce que c'est, les Netflix et autres. Eh bien, si on regarde la France, l'Europe et le monde, il n'y a pas d'équivalent dans l'audio. Donc le projet de ce qu'on a, en fait, TookTak est sur les stores depuis le 12 janvier. Vous pouvez télécharger et vous pouvez goûter à la fois ce qu'on appelle des rattrapages d'audio, c'est-à-dire que vous pourriez entendre cette émission-là, et puis vous n'avez pas eu le temps de la finir, donc vous allez la rattraper, et ça c'est disponible. On a 310 000 émissions de radio qui sont déjà disponibles, donc il y a à la fois toutes ces émissions de rattrapage, et puis il y a toute la création nouvelle qui existe maintenant depuis 2 ans, qui a explosé aux États-Unis il y a 4 ans, et ça c'est la deuxième raison pour laquelle on va sur TookTak s'est lancé, c'est que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Un peu comme en 81 sur les radios libres, il y a une explosion de cette forme d'écriture qui est le podcast, qui n'existait que très peu. Aux États-Unis, par exemple, il y a une série qui a fait fureur, qui s'appelle Serial. En fait, c'est l'histoire d'une journaliste qui va refaire une enquête d'une personne que son avocat pense avoir été condamnée injustement. Conséquence, 100 millions de téléchargements la saison 2, 360 millions de téléchargements la saison suivante. Donc on est sur un phénomène qui combine, ok, j'aimerais facilement retrouver mon contenu que j'ai loupé. Ça c'est la première chose. Et j'aimerais aussi qu'on me donne de la découverte. Et nous, on donne ces deux possibilités-là. Vous avez remarqué peut-être une chose, c'est qu'il n'y a pas de Google Audio. Il y a d'images, il y a des listes, mais il n'y a pas de Google Audio. Notre ambition, elle est de donner cette possibilité-là, c'est-à-dire d'entendre les créations originales. Et la troisième chose qu'on va proposer, alors ce sera quelques semaines, c'est les livres audio. En fait, on sera la seule plateforme aujourd'hui en France et en Europe à proposer à la fois tout le contenu des livres audio, on a des accords avec Hachette, avec Gallimard, avec Flammarion, et tout ce qui est replay radio et tout ce qui est podcast natif comme Entre, comme Unimedia, comme Beach, toutes ces nouvelles créations sonores. Alors comment faites-vous ou comment fait-on, nous par exemple qui sommes radio, est-ce qu'on peut mettre notre émission du bar de l'économie sur votre plateforme ou est-ce que c'est nous qui devons vous contacter ou est-ce que c'est vous qui allez vers nous? Comment ça se passe? Alors on a fait un premier travail de recensement, il faut que ça soit traduit sous forme technique de flux RSS, il faut que ça soit disponible, à partir de ça c'est un flux technique.
qu'on va récupérer. Et on en a quand même maintenant 4500, et si vous voulez qu'on mette cette émission, on peut parfaitement le faire, et on a besoin effectivement d'échanges avec les éditeurs ou les radios comme vous pour le faire. Et il y a aussi, on reçoit maintenant tous les jours, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, une espèce de création d'émulation, beaucoup de femmes qui prennent la parole d'ailleurs, pour raconter leur parcours. C'est un monde qui est assez différent du monde de la radio traditionnelle, et qui apporte un autre regard sur notre société, et ça c'est aussi très intéressant. Alors, comment vous avez fait pour vous développer financièrement? C'est dans votre garage, comme Mathieu Lécuyer tout à l'heure, le soir, chez vous, tranquille? C'est à la fois, c'est toujours un peu des histoires comme ça. Ça fait 18 mois qu'on a commencé le développement. En fait, ma précédente société, je l'avais revendue au groupe Solocal, qui fait Mappy et Page Jaune. Et donc, pendant 12 mois, j'ai travaillé sur les deux en même temps. J'ai quitté le groupe il y a 6 mois. Et on a, avec mon associé, qui est le CTO, qui dirige la partie technique, nous-mêmes financé tout le développement, le développement de la communication, des fonds propres. On est en même temps en train de faire une levée qui s'appelle Love Money actuellement, et on est en même temps aussi avec des fonds français et anglais, puisque notre vision elle est européenne. On cherche 1 million d'euros, et on a déjà des contacts assez avancés. Ce million d'euros ayant pour vocation à compléter le développement technique, mais aussi à acquérir, puisqu'en fait, vous savez, une application, 90% des applications sont mortes au bout de 3 mois. Donc, tout l'enjeu, elle est de se faire connaître. Et donc, Toutac a besoin, en fait, d'avoir de la notoriété. Et c'est assez extraordinaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 600 000 personnes qui téléchargent des Toutac, qui téléchargent des podcasts tous les jours. Qui veulent écouter, en différé des émissions ou du son. Et c'est vrai que la voix humaine, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc l'avantage de Toutac, c'est des livres, des podcasts, donc de la musique, pas de musique, tout sauf la musique. Tout sauf la musique. Et voilà, c'est ça. Donc livres, émissions de radio, reportages, bref, quel qu'il soit, du moment qu'on parle. Les cours du Collège de France, Vieille Branche, France Inter, Team Dugas. Alors dernière question, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute d'antenne. Combien ça coûte? C'est une application gratuite, donc vous pouvez télécharger. C'est une application gratuite. Alors on met beaucoup d'intelligence artificielle. Une fois que vous naviguez, on pourra vous recommander beaucoup de choses, comme sur Netflix ou sur Spotify. C'est gratuit. Et d'ici quelques mois, on lancera des services payants qui permettront de financer le développement. On a déjà des bonnes idées de ce que c'est qu'un service payant. D'accord. Donc pour l'instant, c'est en français. Et dans quelques mois, si j'ai bien compris, dans un mois, après la version anglaise arrive. Ouais. En fait, on a 600 000 contenus du monde entier. On les a déjà recensés, mais on les mettra en place dans les mois à venir. Petit à petit. On se concentre déjà sur la langue française. Oui, donc vous avez un gros travail de développement avec tous les éditeurs, quels qu'ils soient. Oui. Effectivement, donc là, c'est grosses relations commerciales. Donc j'imagine que vous allez rechercher des candidats, des talents aussi, pour vous aider. Alors, on recherche d'ores et déjà, si vous voulez, et je cherche un spécialiste du digital marketing, plutôt gros hacker, c'est-à-dire des gens qui ont une grande agilité à chercher de la data. Donc ça, et c'est un futur associé. Donc dans Toutac, les gens qui travaillent et qui seront clés seront associés, parce que ça c'est aussi un projet de société. Voilà, donc c'est super cette petite appli Toutac pour entendre tout ce qu'on dit et tout ce que l'on voit en fait, de manière, on met son casque ou on branche son téléphone, on met le haut-parleur et voilà, tout le monde peut entendre. Merci beaucoup à vous tous, merci Pierre-Denis, merci à vous tous d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Moi je vous retrouve mercredi, demain vous serez avec Jacqueline pour un nouveau bar de l'économie. Bonne journée à tous, à demain. Et voilà, c'est fini. C'était chaud, on y est arrivé. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Toutac, ça c'est 90%. T-O-O-T-A-K. 90%. Pourquoi il ne veut pas charger? La télévision